Aïssatou Gueiba. Mobilisation des populations de Djabir Loti contre toute velléité de morcellement des espaces verts dans ce quartier de la commune de Ziguinchor. Elles alertent et mettent en garde contre des personnes qui viennent poser de nouvelles bornes dans ce quartier loti depuis des années. Les populations jugent inacceptable de tels agissements. Ignace Dey. Ces populations de Djabir Loti s'érigent déjà en sentinelle contre toute agitation foncière dans leur quartier. Et des personnes seraient en train de morceler les espaces verts du quartier. Inacceptable. Ces populations de Djabir regroupées en collectif. Djibril Mané, leur porte-parole, explique. Parce que nous avons des plans qui représentent le quartier. Et donc nous savons où se trouvent les espaces verts. Et donc quand quelqu'un vient poser des bornes neuves dans les espaces verts, on est obligé de les interpeller. Quand on les a interpellés, ils nous ont dit qu'ils ont été envoyés par le cadastre. Ça, c'est leur propre déclaration. Mais quand on a su ça, on a fait une correspondance au maire pour l'alerter sur cet état de fait. Pour lui dire qu'il y a des gens qui posent ici des bornes et que, en tout cas, à notre avis, ce n'est pas quelque chose qui est normal. Parce que ce sont des espaces verts et les espaces verts là, on en a besoin pour vivre. Ils sont en train de morceler des espaces verts. Non, c'est pas normal. Mobilisés hier dans leur quartier à Djabir Loti, ils alertent et se disent déterminés à faire face à cela qu'ils qualifient de prédateurs fonciers. Pour le moment, on alerte. Mais si ça continue, on prend nos responsabilités. Toutes les bornes qu'on va planter ici, on va les enlever. On l'avait fait déjà en 2016. On va enlever toutes ces bornes-là. Ce quartier, loti il y a quelques années, qui fait face à l'université Assane Seck de Ziguinchor, est aujourd'hui très convoité. Mais les populations de Djabir, très déterminées, mettent en garde contre toute velléité de morcellement des espaces verts. Mais en tout cas, qu'ils se tiennent pour dire que nous allons nous opposer fermement à la pose des bornes ici dans notre quartier. Ziguinchor, Ignace Dey, Sud FM. Ignace Dey, pendant ce temps, les limites et faiblesses du régime démocratique sénégalais passées au crible par le sociologue ou le juriste Ibrahima Kane, l'absence de confiance du juge en lui-même, l'inexistence d'un système judiciaire indépendant et la nature de l'État, trois insuffisances pourtant nécessaires pour un bon fonctionnement de tout régime démocratique. Ibrahima Kane, juriste spécialiste de l'Union africaine, argumente et démontre dans l'émission Objection de ce dimanche un extrait de l'entretien que je vous propose d'écouter. Ce qui est sûr et certain, c'est que dans tout système politique, il y a deux éléments qui permettent au juge de bien fonctionner. Lesquels? Le premier élément, c'est la confiance du juge en lui-même. Si le juge n'a pas confiance en lui-même, n'est pas conscient que lui-même est au début et à la fin de toute la procédure, c'est-à-dire c'est à lui que revient le rôle de prendre une décision, ce sera difficile. Et deuxièmement, il faut mettre en place un système qui permet au juge de bénéficier de cette indépendance. Or, quand on regarde de plus près nos systèmes politiques, ni l'un ni l'autre ne sont présents. Vous avez vu toutes les péripéties qu'on a connues ici dans la nomination des juges. Il y a même un arrêt récent qui a montré que le fait de prendre un juge à Saint-Louis et de le transférer à Thiès, que cette nomination était empreinte d'ingérence de l'exécutif dans la procédure. Heureusement que le juge suprême a annulé la décision et a permis. Ça montre que si le juge, parce qu'il a fallu la témérité d'un juge pour aller devant ses pairs et invoquer cela. Ça permet d'aller de l'avant. Mais les procédures elles-mêmes, parce que vous avez vu ce qui a poussé le juge à aller, c'est que les procédures étaient vraiment lâches. Comme un ministre qui va de maison en maison pour recueillir les avis, alors que le système judiciaire doit fonctionner avec une certaine solennité. C'est ça l'état de droit, c'est ça l'état démocratique. Oui. Et donc, quand ces deux-là se rejoignent, on peut arriver à des solutions. Et c'est dans cette perspective qu'on a. Il y a un troisième élément pour moi qui me paraît fondamental, c'est aussi la nature de l'État. Alors, c'est important. Depuis l'indépendance, nous avons célébré cette année 62 années d'indépendance du Sénégal. Mais l'État qu'on a hérité du colon n'a pas fondamentalement changé, n'a pas fondamentalement évolué. On a la même configuration avant votre arrivée. Jeter un coup d'œil sur la nomenclature justement de l'État, de la justice française. On a presque la même forme. Ce n'est pas seulement ça. Le même contenu. Ce n'est pas seulement ça, même dans les symboles. Regarde comment les juges s'habillent.
ils s'habillent comme les juges français. C'est-à-dire, on n'a même pas fait cette rupture épistémologique, si je puis dire. Tout cela est important. Et puis, je le disais dans les titres, la journée mondiale contre le travail des enfants célébrée ce dimanche. Le thème de cette année, la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Au Sénégal, ce phénomène reste inquiétant. Des milliers d'enfants, souvent victimes de déperditions scolaires et issus de familles pauvres, travaillent et sont exposés à beaucoup de dangers. La société est coupable et complice. L'État a pour autant mis en place des stratégies pour éradiquer ce fléau, mais surtout... mais beaucoup reste à faire et il faut appliquer la loi selon Mamadou Maouane, sociologue et spécialiste des droits des enfants. Il est joint par Mame Diarra da Silva. Pratiquement 24% des enfants qui ont moins de 16 ans se livrent à des activités, à des occupations qu'on appelle occupations économiques. Par exemple, il y a des enfants qui sont victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Il y a des enfants qui sont dans les mines, dans les zones aurifères, leur péage traditionnel. Il y a beaucoup d'enfants dans la zone de Kédougou. Et vous voyez aussi dans la rue une masse critique d'enfants qui vendent à la sauvette dans la rue. Sans compter, beaucoup d'enfants aussi sont impliqués dans les travaux domestiques. Et quelles sont les causes, selon vous, doyen, qui favorisent le travail des enfants au Sénégal? Il y a d'abord ce qu'on appelle la crise économique. Il y a moins d'emplois dans le secteur formel. Et il y a, par exemple, le travail domestique qui fait recours au travail des enfants. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont en décrochage scolaire, qui sont exclus et qui, sous la forme d'apprentissage mécanique, d'apprentissage, menuiserie et tout ça, qui des années et des années, ce n'est plus l'apprentissage. Ces enfants produisent des biens et des services. Ça fait partie du travail aussi. La faible mécanisation en milieu rural fait en sorte que on a recours à la main-d'œuvre des enfants. Dans le secteur informel, surtout au niveau du commerce, dans les rues, le phénomène des filles qui vendent dans la rue, c'est pour des questions de survie. Mais est-ce que l'État a une véritable politique pour mettre fin à ce fléau? C'est-à-dire, il y a la stratégie nationale de protection de l'enfant, il y a le plan cadre stratégique de lutte contre le travail des enfants, il y a d'autres également réponses au niveau des ONG, la société civile, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Pourquoi ça n'a pas d'impact? C'est que, bon, d'abord, ce n'est pas contrôlé. Il y a les lois aussi qui protègent les enfants. Et on dispose aussi dans notre législation nationale d'arrêtés et tout ça. Mais dans la réalité, la loi n'est pas appliquée. Journée mondiale contre le travail des enfants. Toute forme de travail ou d'activité qui prive les enfants de leur droit à l'enfance est considérée comme du travail. Les statistiques du Fonds international des Nations Unies pour l'enfance et de l'Organisation internationale du travail OIT montrent que 160 millions d'enfants travaillent, soit un enfant sur 10 dans le monde. Cette situation est plus grave dans de nombreux pays en voie de développement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique. L'Afrique subsaharienne qui compte à elle seuls 86,6 millions d'enfants travailleurs. Cette situation est alarmante et que la communauté internationale ne peut se taire. C'est pour cette raison que le 12 juin de chaque année est célébré comme la journée mondiale contre le travail des enfants pour sensibiliser et tenter d'éradiquer ce phénomène. Et puis la ministre de l'Action extérieure et du gouvernement ouvert de la Catalogne, Victoria Alsina Bourguès, va effectuer une visite de travail au Sénégal à partir de mercredi. Au cours de son séjour prévu pour se poursuivre jusqu'au dimanche 19 juin, Victoria Alsina Bourguès va présider l'ouverture officielle du nouveau bureau de la délégation du gouvernement de la Catalogne en Afrique de l'Ouest basé à Dakar. Selon un communiqué de la délégation du gouvernement catalan au Sénégal, le ministre ou la ministre s'entretiendra également avec des autorités sénégalaises sur la mission de la délégation catalane au Sénégal, pays avec lequel la Catalogne entretient des relations commerciales et de coopération historique. Le communiqué rappelle que la Catalogne abrite une communauté sénégalaise importante
et organisé de plus de 24 000 personnes selon les données de 2021. Victoria Alsina-Bourguès visitera également certains projets de coopération catalane tant à Dakar qu'en Casamance, tels que ceux soutenus par le Fonds pour les femmes géré par l'Agence catalane de coopération au développement. La délégation du gouvernement ouvert de Catalogne en Afrique occidentale représentera institutionnellement le gouvernement de Catalogne au Sénégal et en Gambie et aura également des fonctions prospectives en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Mali et au Ghana, nous disent nos confrères de l'APS. Économie, toujours, appui du bureau de mise à niveau aux PME de la région sud. 42 entreprises sont accompagnées par la structure étatique. Un montant d'1 milliard a déjà été décaissé sur 1,5 milliard prévu en termes de primes. Les bénéficiaires qui ont reçu la visite du bureau de mise à niveau dans le sud du pays se disent satisfaits. Correspondance Ben-Michel Confoudi. Les responsables du bureau de mise à niveau évaluent les actions de la structure dans le sud du pays. En tournée dans la région de Ziguinchor, ils se disent satisfaits des résultats obtenus. Dr Fatou Dianaba est la directrice du bureau de mise à niveau. On peut dire que globalement, donc, dans la zone sud, on a eu, donc, dans le cadre du programme Développer l'emploi, accompagné 42 entreprises. Et pour ces 42 entreprises, donc, il y avait un montant de 4 milliards de francs CFA d'investissements réalisés par ces entreprises. Et par rapport à ces investissements à réaliser, donc, le bureau de mise à niveau s'était engagé à donner des primes de l'ordre de 1,5 milliard de francs CFA. Actuellement, nous sommes à peu près un peu plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été effectivement décaissés pour ces entreprises. Donc, en termes de taux de réalisation, ça veut dire que nous sommes à peu près à plus de 75% de taux de réalisation, ce qui est donc très positif pour nous. Les opérateurs économiques de Ziguinchor qui ont bénéficié de l'accompagnement du bureau de mise à niveau donnent une note positive à la structure. Adrien Diata, hôtelier au Cap Skirring, est un des bénéficiaires. Je remercie le bureau de mise à niveau. Ils nous ont accompagnés. C'est grâce au bureau de mise à niveau qu'aujourd'hui, je me suis permis aussi d'avoir une salle de séminaire et un restaurant dans mon hôtel, et ça m'a permis aujourd'hui aussi de pouvoir payer un terrain que je compte encore augmenter des chambres. Plusieurs petites et moyennes entreprises de la région de Ziguinchor qui évoluent dans le tourisme, l'agriculture et la transformation ont bénéficié de cet appui du bureau de mise à niveau qui compte investir l'agriculture pour booster les rendements dans la partie sud du pays. Ben-Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Le Confoudi, le centre régional de formation des personnels d'éducation de Dakar de Rufisque bénéficie désormais de Fab Lab, espace de création et de fabrication au numérique. Les enseignants et les formateurs d'enseignants seront formés à l'utilisation des outils des Fab Lab, mais également à la scénarisation et à la publication de leurs supports de cours sur la plateforme nationale SenProf, un don du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises à travers le programme Numéduc de Nizia Sambo. Cette salle Fab Lab du Centre régional de formation des professionnels de l'éducation CRFPE de Rufisque est la troisième à être équipée par le programme Numéduc après celle des écoles franco-sénégalaises de Fann et Dial Diop. Régis Danto, conseiller de coopération à l'ambassade de France. Alors, le projet Numéduc, il a 2 ans d'existence. Il est parti d'un constat qui était que de plus en plus le numérique occupe une place prépondérante dans le système éducatif, et il nous paraissait important de réfléchir avec nos partenaires sénégalais à comment nous pouvions contribuer à renforcer la formation des cadres, des enseignants, des inspecteurs, des formateurs au numérique éducatif, puisqu'on s'aperçoit que les enfants, et partout dans le monde et en particulier ici au Sénégal, les enfants sont très connectés, utilisent beaucoup les smartphones et qui représentent des outils extrêmement ludiques d'apprentissage permettant parfois de faire passer des contenus qui peuvent être complexes. Satisfait et comblé de tout ce matériel offert par l'ambassade de France, les sentiments du directeur du CRFPE de Rufisque, Hassan Diaye, salle Fab Lab, sera d'une grande utilité. Aujourd'hui, le CRFPE de Dakar, à côté des 2 écoles d'application franco-sénégalaises de Fann et de Dial Diop, bénéficie d'un matériel innovant qui va permettre à nos enseignants, à nos élèves maîtres, aux directeurs et aux maîtres d'application, mais également ce Fab Lab sera ouvert au grand public pour permettre à nos enseignants d'intégrer efficacement le numérique dans les enseignements-apprentissages. Au-delà de cela également, l'ambassade nous a permis également de faire des formations, parce que les formateurs du CRFPE, depuis 3 mois, bénéficient d'un plan de formation soutenu qui, à terme, va leur permettre d'intégrer efficacement le numérique dans les enseignements-apprentissages.
Le maintien de l'infrastructure et du matériel, un aspect sur lequel les donateurs ont beaucoup insisté. La direction du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar se dit prête à relever le défi. Rufisque, Denisia Sambou pour Sud FM. Denisia Sambou, et puis je le disais dans les titres, les Français de métropole ont commencé à voter pour le premier tour des élections législatives. À la mi-journée, la participation était de 18,43% de participation, en baisse de 0,8 points par rapport à 2017. Elle est particulièrement surveillée. C'est l'un des enjeux du scrutin. Les observateurs s'attendent à un taux supérieur à 50% d'abstention. On sait déjà que les Antilles et Saint-Pierre et Miquelon ont eu un taux d'abstention record pour ce premier tour. La désaffection législative qui touche en premier lieu les jeunes et les catégories populaires progresse de façon spectaculaire puisqu'elle est passée de 31% en 1993 à 51% ou 51,3% en 2017. Donc retenez que près de 6300 candidats briguent les 577 sièges de l'Assemblée nationale pour être élus près dès le premier tour. Ils devront donc décrocher la majorité absolue ou alors obtenir les voix de 12,5% des électeurs inscrits pour participer au second tour du 19 juin. Un changement est à noter par rapport à la présidentielle. Les bureaux de vote fermeront à 18h partout sur le territoire, sauf exception rappelle le ministère de l'Intérieur, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou encore Toulouse et Marseille, où les isoloirs resteront accessibles jusqu'à 20h. Et puis, près de 15 000 moutons sont morts noyés dimanche dans un port soudanais en mer Rouge après le naufrage du navire les transportant, indiquent des responsables locaux. Donc, le navire qui se dirigeait vers l'Arabie Saoudite a sombré dans le port soudanais de Suakin, carrefour commercial pour de nombreux pays africains situé près de 80 000 km au nord-est de Khartoum. Et nous parlons sport à présent. Fin du championnat ce dimanche. 2 affiches au programme. Ice Peking Teungueth FC à 17h. Au même moment, Casa Sport reçoit Guédiawaye FC. Pour rappel, les sudistes sont champions depuis la 25e journée. Ils vont recevoir leur couronne ce soir après la rencontre contre GFC. Le Casa Sport couronné à domicile. Le club Fagnon de Ziguinchor, champion du Sénégal, empoche 35 millions de francs CFA. Mour Petite Côte et Diambour de Louga sont relégués en Ligue 2. Pendant ce temps, Sonacos et Stade de Mbour retrouvent la Ligue 1. NGB et Renaissance descendent en National 1. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui a assuré la partie technique de ce journal. Retrouvez la version Wolof de ce journal. Ça sera à 13h avec Odile Minkilan à la présentation. Très bonne suite de nos programmes.